Dialogue sujet psy. Fréquence protestante. Isabelle Fievet-Rossignol. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce dialogue sujet psy, je reçois le docteur Manuela von Strachwitz. Bonjour, Madame von Strachwitz. Pour une émission autour de l'hypnose et de la rêverie, suite au livre qu'elle vient de publier aux éditions Albin Michel, Abécédaire de la rêverie. Alors, Madame von Strachwitz, vous êtes médecin psychiatre, hypnothérapeute. Oui, tout à fait. Et psychanalyste jungienne. Oui. Et vous avez écrit sur la rêverie et pas sur l'hypnose. Non, parce que ce qui m'a intéressée, c'est de travailler sur cet état de conscience un peu flottant que nous connaissons tous, qui est cette rêverie très quotidienne et banale dont on sait maintenant qu'elle occupe presque 20% de notre temps de journée, de notre temps de veille, tout en sachant que cet état un peu particulier dans lequel on passe d'une pièce à l'autre parce qu'on cherche nos lunettes ou parce qu'on a oublié ce qu'on voulait faire, est en même temps une sorte de passage qui peut nous permettre d'accéder à l'hypnose, à la méditation, que nous connaissons aussi dans des états de prière. Donc, qui est finalement, la rêverie est une sorte de carrefour. C'est très difficile à décrire, mais je le vois comme une grande esplanade qui est un lieu de passage vers différents états de conscience. Donc je me suis intéressée au lieu de passage plutôt que aux différentes pièces sur lesquelles cela aboutit. Alors avant de commencer cette émission, de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi d'être psychiatre, psychanalyste, hypnothérapeute, un petit peu nous parler de votre parcours personnel, professionnel? Alors, j'avais depuis un moment, quand j'étais enfant, le désir de faire des études de médecine. Puis donc j'ai fait mes études de médecine et lorsque j'ai passé l'internat, avec un rang de classement, j'étais relativement mal classée. Donc j'avais un poste comme... j'aurais pu faire anesthésie-réanimation, mais je ne le sentais pas tout à fait. Et j'avais un poste comme interne en psychiatrie à Montpellier. Et à l'époque, il y avait à Beaubourg une exposition sur Vienne au tournant du siècle du 19e, 20e siècle. Et dans cette exposition, je me souviens qu'il y avait aussi toute une petite partie sur Freud que j'avais lu en tant qu'adolescente à 14 ans en Allemagne, en n'y comprenant pas grand-chose, mais ce qui m'avait intéressée. Et puis quelques mois plus tard, lorsque j'étais en interne en psychiatrie à Montpellier, en tant qu'interne, on est souvent amené à prendre en charge, surtout au début, des patients pour lesquels l'espoir thérapeutique est relativement faible. Parce qu'on fera moins de dégâts. Et histoire de bien vous motiver. Voilà. Parce que et de découvrir un univers qui est quand même parfois un peu particulier. Ouais. Et là, comme je suis à moitié allemande, il y a eu un concours de circonstances. Est arrivé un patient allemand qui avait fait ce qu'on appelle un voyage pathologique. C'est-à-dire qu'il était parti comme ça, un peu sans but précis, et il était arrivé à Montpellier. Et le chef de service, qui s'appelait Ripstein, et qui était vraiment quelqu'un de remarquable, et moi, nous étions les seuls à pouvoir parler allemand. Et donc, Michel Ripstein m'a dit, écoute, Manuel, prends-le en psychothérapie. Moi, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, mais je me suis retrouvée à voir ce patient à plusieurs reprises par semaine. Pendant quelques semaines, nous nous voyons 1 heure tous les 2 jours. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait commencer à travailler avec les mots. Et ça m'a tout à fait fascinée. Donc Ripstein me supervisait un peu, mais ça a été vraiment un début très, très abrupt et tout à fait inhabituel par la psychothérapie.
Oui, parce qu'en général, on démarre la psychothérapie plutôt en étant sur soi-même patient, on va dire. Voilà, on découvre au fur et à mesure. Oui. Tandis que là, ça a été initial. Et j'espère que ça a été bénéfique pour ce patient. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a été vraiment écouté avec beaucoup d'intérêt parce que je découvrais en même temps. Et donc, suite à ça, Suite à ça, j'ai décidé de rester en psychiatrie et je suis tout à fait ravie d'être psychiatre. Et alors, l'hypnothérapie ? Alors, à l'époque, la formation classique était quand même plutôt vers la psychanalyse freudienne et lacanienne, avec parallèlement le développement des neurosciences et des thérapies cognitivo-comportementales. Alors, moi, j'ai jamais vraiment accroché au sens propre du terme avec l'analyse freudienne. Alors, avec l'analyse lacanienne non plus, il y a quelque chose dans le rapport au langage qui m'a toujours posé question, et dans ce qui me semblait être finalement une mise en évidence de mécanismes psychiques, donc d'un modèle théorique extrêmement intéressant et fructueux et fertile, simplement un modèle dans lequel le patient est ramené à son individualité, à sa singularité, et n'est pas relié au monde. Son symptôme va le séparer du monde plutôt que de le relier. Donc j'ai commencé très rapidement après mon internat à tâtonner un peu à gauche et à droite. Donc j'ai fait d'abord une formation en thérapie familiale qui m'a permis d'avoir une représentation de la notion de système que je trouve extrêmement intéressante. Et puis ensuite, j'ai, quelques années plus tard, assisté à un colloque à la Salpêtrière au cours duquel François Roustan présentait, c'était Hypnose et thérapie familiale, l'intitulé si je me souviens bien. Et donc François Roustan, qui était donc déjà très reconnu et connu en tant qu'hypnothérapeute, présentait une vidéo d'une jeune femme qu'il avait donc pris en charge dans le cadre d'une séance unique. Et cette jeune femme avait, si mes souvenirs sont bons, une 20aine d'années. Et elle était repliée chez elle, ne faisait plus grand-chose depuis des mois, après une période professionnelle très intense. Elle s'était repliée et elle était vraiment dans la souffrance. Elle ne s'alimentait quasiment plus, il y avait des comportements anorexiques, très phobiques, etc. Et donc, finalement, des amis l'amènent à voir Roustan, qui lui fait une séance d'hypnose qui nous est projetée. Et cette séance parlait vraiment, inciter la patiente à aller au plus proche de ce qui la concernait, de ce qui la caractérisait elle-même en tant que jeune femme, et puis d'aller dans le mouvement, de ne pas questionner, simplement d'avancer. Et moi, j'étais dans l'amphithéâtre et je prenais des notes de façon absolument frénétique. Donc je rentrais moi-même, je pense, dans ce même état d'hypnose. Et ce congrès était pour moi une révélation. Donc dès la fin de la journée, je me suis précipitée, j'étais voir Roustan pour savoir où je pourrais me former. Et je me suis ensuite formée dans une structure qui s'appelle l'Association française d'études de l'hypnose médicale, qui est animée par Jean-Marc Benayem, qui a animé cela avec François Roustan, qui était un peu le père spirituel et le mentor de cela. Et donc, j'ai fait cette formation et très vite, j'ai intégré l'hypnose dans ma pratique. Et l'analyse jungienne ? L'analyse jungienne, c'est plus récent. Si vous voulez, l'intérêt, je trouve, de mon métier est qu'on rencontre des personnes, et ces personnes, évidemment, nous amènent à réfléchir. Et moi, je n'ai jamais complètement abandonné l'objectif d'être quand même thérapeute, que les gens repartent en étant un peu mieux que lorsqu'ils sont arrivés. Et il est certain qu'à partir du moment où vous disposez d'une grille de lecture systémique, de la possibilité de l'hypnose, éventuellement aussi de traitements médicamenteux, parce que je pense que parfois ça peut tout à fait avoir son intérêt, vous pouvez
amener, aider au changement, à une amélioration, beaucoup de personnes. Certains, néanmoins, restent pris dans des problématiques, ou en tout cas, moi, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à aider, tout en sachant que je n'arrive toujours pas à aider tout le monde, c'est évident. Mais je trouve que l'analyse jungienne qui part du postulat d'une fonction autothérapeutique de l'inconscient, c'est-à-dire que chacun doit cheminer dans sa vie grâce au dialogue qui s'établit entre l'inconscient et le conscient, est extrêmement, ou peut être extrêmement mobilisatrice, parce que, en fait, on rentre dans une méthode dialogique. Le patient est amené à ce moment-là, le patient, moi aussi, lorsque nous discutons en nous-mêmes, nous ouvrons un espace qui va questionner nos prises de décision, nos points de vue, nos options dans la vie. Et là, quelque chose peut s'élaborer par cet espace qui naît du dialogue. Bien, écoutez, je vous remercie pour cette introduction sur vous-même et vos pratiques, le choix de vos différentes pratiques en tant que thérapeute. Et je vous propose tout de suite une petite pause musicale, Clair de lune de Debussy. Vous êtes sur Fréquence Protestante dans ce dialogue sujet-psy. Je reçois aujourd'hui le docteur Manuela von Strachwitz, qui est psychiatre, hypnothérapeute et psychanalyste jungienne, et qui vient de sortir un livre que je vous incite à lire cet été, parce que je pense que l'été est tout à fait propice à ce genre d'activité. C'est Abécédaire de la rêverie aux éditions Albin Michel. Alors Manuela von Strachwitz, on a parlé un petit peu de vous, maintenant on va parler plus de votre livre et de votre technique sur les images. En fait, débloquer les gens par des images, c'est ça que j'ai compris. Expliquez-nous. Alors, l'image est un... Alors, nous sommes dans une société des images, ça c'est tout à fait connu, mais l'image, contrairement au mot, qui peut, quand vous voulez préciser une émotion ou un ressenti, vous pouvez enchaîner un nombre infini presque de mots, jusqu'à chercher avec grande acuité le mot juste, qui finalement souvent échappe. Autant l'image va finalement, par son aspect concret, nous amener à nous positionner. Elle va nous questionner, ou elle va nous amener à nous souvenir que nous avons un corps.
face à une image, si je me vois dans un paysage, je marche ou je suis assise ou je cours ou je me penche par-dessus le rebord d'un puits, mais je suis là dans mon corps. Je me situe, je suis là normalement dans ma verticalité, ou si j'y suis pas du tout, ça pose aussi question. En tout cas, il y a quelque chose d'une inscription corporelle que nous propose immédiatement l'image, qui me semble extrêmement intéressant dans le cadre de la thérapie. On peut même aller plus loin. Il y a des techniques dans l'approche systémique qui vont proposer au patient de sculpter sa problématique ou de sculpter son symptôme. Et donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui brusquement se recroqueville ou se place de telle façon qu'on sent tout à fait que l'équilibre est difficile et tout à fait épuisant à maintenir. Alors, l'image est par ailleurs aussi quelque chose, en fait, un mode d'expression auquel nous ne sommes pas habitués. Nous voyons des images, nous sommes souvent passifs, mais lorsque, lors d'une première consultation, je demande à quelqu'un que je ne connais pas et qui ne me connaît pas de me donner une image qui pourrait bien décrire la raison de sa venue, souvent il y a un silence ou quelque chose d'un peu déconcerté, et la personne peut dire « mais je n'y ai jamais pensé auparavant ». Et on voit qu'à ce moment-là, une problématique qui est connue par le patient, à laquelle il a souvent réfléchi pendant de longs mois, parfois de longues années, jusqu'à venir demander de l'aide, peut être reconsidérée tout à fait différemment. Et l'image va ensuite devenir parlante par elle-même. C'est-à-dire que si quelqu'un va dire qu'il est dans une impasse, on peut déjà demander quelle est cette impasse. Est-ce que c'est une impasse dans un petit faubourg de banlieue avec des fleurs et des roses, ou est-ce que c'est une impasse totalement sinistre avec un mur devant, derrière, des grilles, ouais. des poubelles qui débordent, etc., etc. Et puis, à partir du moment où il est dans l'impasse, est-ce qu'il regarde le mur du fond? Est-ce qu'il regarde en arrière? Qu'est-ce qui se passe? Donc l'image, à ce moment-là, va permettre de se réapproprier la problématique qui a motivé la demande de consultation en la considérant un tout petit peu différemment et brusquement en voyant évidemment qu'on ne peut pas avancer quand on est au fond de l'impasse. Soit on trouve une échelle et on arrive à grimper par-dessus le mur, soit on affronte le flot de voitures qui passe à l'extérieur, ou alors on s'installe pendant quelques semaines ou quelques mois au fond de l'impasse en essayant d'y être le plus confortablement possible. Voilà. Donc l'image est souvent une piste qui nous permet d'aborder de façon plus créative que les mots. Juste une petite précision. Il s'agit d'images mentales, en fait, produites oui. dans le cerveau. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des patients qui, justement, viennent avec des photos, des découpages, des dessins, etc. Non, jamais. Alors, j'ai eu une fois ou l'autre des patients avec des dons artistiques, ou je me souviens d'un graphiste qui, du coup, ont peint ou dessiné l'image qui leur était venue. Je pense que c'est un exercice extrêmement intéressant parce que ça permet, parce que l'acte de dessiner est à nouveau un passage par le corps et c'est une façon d'assimiler pleinement la situation vécue. Et il faut, pour pouvoir la dépasser, il faut quand même passer par l'étape d'acceptation et d'intégration de ce qui est là. Voilà. Et donc, souvent, je propose ou je suggère, je ne vais pas demander à ce qu'on me ramène... mais d'essayer de le faire. D'essayer de le faire, mais je pense que peu de gens le font. Oui, d'accord. Voilà. Mais je crois que de toute façon, c'est toujours extrêmement intéressant de prendre le temps d'essayer de métaphoriser une problématique en la transposant, même pour nous dans la vie quotidienne. Alors,
Maintenant, nous n'allons pas tarder à passer vraiment au contenu de votre livre et à regarder un certain nombre de rêveries que vous nous proposez. Donc, est-ce que ces rêveries que vous nous proposez, ce sont en fait des images qui vous sont venues et dont vous nous faites part? Alors, ce qui m'a tenté dans le projet de ce livre, c'était d'explorer cet état de conscience un peu intermédiaire, voilà, dont je parlais tout à l'heure et que nous connaissons tous, ces moments où nous sommes là et pas là. Hein. C'est-à-dire que l'hypnose a une caractéristique qui est ce qu'on appelle la dissociation. Dans l'état d'hypnose, que beaucoup de gens considèrent comme un état très mystérieux, en fait, c'est un état tout à fait naturel que nous connaissons tous. Lorsque nous conduisons sur une route connue, lorsque nous faisons des gestes un peu répétitifs, nous faisons à la fois les gestes, nous conduisons sur la route, nous n'avons pas d'accident, nous ne nous endormons pas, mais en même temps, nous sommes tout à fait ailleurs. Et du coup, ça me fait aussi penser aux travaux de Poincaré à la fin du XIXe siècle, qui évoque la possibilité de créativité du subconscient. Donc, Poincaré avait été sollicité pour faire une conférence sur comment la créativité vient en mathématiques. J'ai un trou sur l'intitulé exact de cette conférence, qu'il a tenue à l'Académie des sciences, et où il disait qu'il y avait plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est de se confronter à un problème, de travailler d'arrache-pied. Puis finalement, on se heurte à la difficulté, on n'arrive pas à résoudre cette équation. En tout cas, pour lui, c'était des équations, des problèmes mathématiques. Et puis, il disait, il faut laisser le problème, passer tout à fait à autre chose, partir en vacances, prendre le train, je ne sais quoi. Il donne plusieurs exemples. Et puis, à un moment, la solution surgit comme un eureka. Et là, il dit, cette solution est juste. Par contre, il y a une dernière étape qui est le travail de vérification, notamment pour un mathématicien. Et je pense que cet état de l'entre-deux, dans lequel il parle du travail du subconscient, oui, je crois qu'il utilise le terme subconscient, ce travail de l'entre-deux, nous le faisons toute la journée, sans en être conscients, parce que nous nous absentons. Nous ne pouvons pas observer notre propre état de rêverie parce que nous glissons dans cet état de rêverie, nous sommes brusquement ailleurs et nous nous rendons compte de sa présence qu'au moment où nous en sortons. Donc voilà, je veux dire, c'est l'exemple classique. Je cherche un objet chez moi, je vais d'une pièce à l'autre en me disant où est-ce que j'ai bien pu poser ce bouquin, ces lunettes ou je ne sais quoi. J'arrive dans la pièce d'à côté et brusquement je ne sais plus pourquoi je suis venue dans cette pièce-là. Et toute la journée, nous glissons comme ça. En un instant, ça se déclenche en un millième de seconde, c'est-à-dire en un clignement. En fait, dans la vitesse d'une connexion synaptique, nous passons dans cet état de rêverie, mais nous en sortons aussitôt. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous interrompre, alors que vous regardez, vous avez les yeux dans le vague, vous êtes là immédiatement présente. Et c'est là, et cet état tout à fait naturel est aussi l'état dans lequel nous pouvons reprendre des problèmes qui se posent à nous, que ce soit l'aménagement de notre salon, est-ce que nous allons placer le canapé à gauche ou à droite, repenser à la dispute qu'on a eue avec quelqu'un et repenser à toutes les variations qu'on aurait pu proposer ou comment on peut éviter de répéter cela, ou anticiper nos vacances. Et donc, dans tout cela, les mots arrivent et les images. Voilà. Et du coup, je ne sais plus votre question d'ailleurs. C'était de savoir si les différentes rêveries que vous nous proposez, c'était des rêveries que vous aviez faites vous-même. Évidemment, parce que, alors, donc, dans ce livre, il y a à peu près, je crois maintenant à peu près 85 entrées. Il y a 4-5 entrées un peu théoriques qui expliquent le fonctionnement cérébral dans cet état-là. Donc une sur François Roustan, justement. Une sur l'hypnose et François Roustan. Une sur l'imagination active
qui est une technique jungienne particulière. Et puis une, je pense, sur les rêves nocturnes, parce que quand je parle de rêverie, tout le monde me parle de rêves nocturnes. Oui. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même faire une entrée sur les rêves nocturnes. Mais sinon, il y a 2-3 exercices qui sont presque des exercices d'auto-hypnose. Et sinon, ce sont des petits moments d'attention. En fait, lorsque nous sommes face à une situation, ou face à une image, ou face à donc quelque chose que nous construisons dans notre esprit, où nous sommes témoins d'un enfant qui marche seul dans la rue, ou d'une femme avec son chat, comme nous en parlions juste avant l'émission. Et à partir d'un moment d'observation, nous pouvons, tout en restant extrêmement attentifs à ce que nous observons, raconter une histoire. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, parce qu'enfant c'est très facile, nous le faisons tous, mais adulte, nous oublions cette capacité à enrichir le monde, en fait, à le voir à nouveau avec son épaisseur. Voilà, à voir que cette personne-là a peut-être une histoire singulière, ou pas du tout d'ailleurs, mais que chacun d'entre nous est dans sa singularité, est dans son propre parcours, et qui a toujours une richesse à aller voir un peu plus loin. Et donc ces petits textes sont des moments où moi, j'ai tenté d'explorer quelque chose, tout en ayant pour vœu que ce soit un déclencheur pour que quelqu'un lise, par exemple, le texte sur le chat, et le pose, et puis pense à autre chose, ou part dans fasse lui-même un exercice derrière de ce même type. En tout cas, s'autorise à explorer cet état qui est tout à fait gratuit, mais qui est bienfaisant, et qui est vraiment singulier. Votre rêverie n'est pas la mienne. Et je ne pourrai jamais connaître complètement la vôtre, tout comme je ne connais pas complètement la mienne. Oui, c'est une reconstruction, en fait, après. Voilà, toujours partielle. Alors, avant de rentrer dans vos rêveries, Manuela von Strachwitz, je vous propose une deuxième pause musicale à Nocturne, le numéro 2 de Chopin. Merci. Vous êtes sur Fréquence Protestante et vous écoutez Dialogue Sujet Psy. Je reçois aujourd'hui Manuela von Strachwitz, qui est psychiatre,
hypnothérapeute et psychanalyste jungienne, pour son livre Abécédaire de la rêverie aux éditions Albin Michel. Alors, Manuela von Strachwitz, maintenant nous allons rentrer dans vos rêveries. Et la première que l'on a choisie, que j'ai choisie, s'appelle Bruit. Bruit, vous commencez par dire stimulation auditive connotée négativement, pouvant donner lieu à des plaintes, appréciées de façon extrêmement variable, selon son origine, les personnes, le degré de fatigue, etc. Et pourtant, ces bruits que nous subissons actuellement, puisqu'il y a des travaux au-dessus du studio, même si nos auditeurs ne les entendent pas, nous on les entend, donc ça tombe très bien, ces bruits, on peut en faire quelque chose. Racontez-nous, Bruit. Oui. Alors, c'est une histoire tout à fait vraie. Il y a quelques années, j'occupais un petit bureau au dernier étage d'un grand immeuble haussmannien et j'étais en séance d'hypnose avec un patient et nous nous promenions sur une plage et j'évoquais donc le bruit des vagues, la fraîcheur de l'air, le cri des mouettes. Progressivement, je commençais à comprendre que c'était plutôt une plage du Nord. Et la séance se déroule en ayant eu l'impression même que cette fois-là, la mer était particulièrement présente et qu'il y avait la force du ressac. Donc j'étais très très contente de cette séance. Et brusquement, j'ai compris que ce que j'avais pris pour le son de la mer était en fait le bruit que faisait dans un grand tube en plastique l'évacuation des gravats des appartements voisins en plein travaux. En fait, les bruits de la réalité s'étaient mêlés à la séance et avaient contribué à renforcer votre image la suggestion dans laquelle nous étions finalement tous les deux, sans nous poser la moindre question. Et donc le bruit est une bonne technique. Parce que finalement, très souvent, le bruit est perçu comme agression, pénible. On veut surtout que ça s'arrête. Mais on peut, surtout lorsqu'il est un peu continu, on peut éventuellement commencer à le filtrer. On peut finalement devenir extrêmement attentif. C'est quelque chose qui m'est arrivé de faire dans des pays dont je ne connais pas la langue. C'est s'asseoir quelque part ou idéalement dans un endroit où on peut fermer les yeux sans que ça gêne, sans qu'on soit trop remarqué, et écouter très très attentivement. Et à ce moment-là, on rentre dans une sorte de bain sonore qui nous permet d'appréhender ce qui nous environne de façon extrêmement tranquille et, je dirais, sans être dans la lutte contre le bruit. Oui, c'est ça. Ne plus être incommodé par le bruit, mais finalement l'apprivoiser. L'apprivoiser, et je pense que dans cette sensorialité, évidemment, ça évoque quelque chose de notre vie intra-utérine. Lorsque nous baignons dans la sécurité absolue, habituellement la sécurité absolue du liquide amniotique, et que nous entendions le bruit de nos parents, le cœur, la circulation sanguine, les bruits de la circulation sanguine, les bruits digestifs, les bruits des voix, etc., la musique à l'extérieur. Donc on peut reproduire cet état, ce qui est tout à fait agréable. Alors quand même, il y a peut-être des bruits un peu difficiles comme le marteau-piqueur ou des bruits très agressifs quand même. Tout à fait, il y a des bruits qui sont vraiment des sortes de défis à la capacité de méditer. Alors, je vais vous proposer, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, de nous parler de chats. Parce que là, il y a une très belle histoire avec un chat, une image avec une femme, avec son chat. Oui, alors, si vous voulez... Donc là, on rentre dans ces petites histoires, ces petites vignettes que j'ai essayé de raconter, qui parlent de quelque chose de tout à fait anodin, une femme qui vit seule avec son chat, il y en a certainement des millions, mais qui évoque aussi tous les liens affectifs, l'amour, le sens que peut avoir cette proximité homme-animal, et
la consolation que peut apporter le chat, la sollicitude que peut avoir l'adulte pour cet animal, et finalement la valeur de ce type de relation qui devient, qui peut enrichir une vie et qui peut devenir source d'une richesse qu'on a tendance parfois à négliger ou même à mépriser. Oui, plutôt à moquer. Ou à moquer, voilà. Et alors que je pense qu'il y a tout un aspect de notre humanité qui se révèle dans la relation à un animal. Et l'animal est évidemment aussi une surface de projection. On va lui attribuer des qualités, un caractère qu'il a peut-être objectivement. Hein, ça, on ne sait pas. On attribue aussi à nos proches humains parfois des tas de choses. Mais voilà, il y a une richesse, il y a tout un imaginaire qui peut se déployer. Et j'ai voulu rendre hommage à cet imaginaire-là. Ouais. Donc vous donnez de l'épaisseur à cette image de la femme seule avec son chat. Oui, c'est-à-dire que retraverser un petit peu ces relations, enfin la relation entre le chat et elle, c'est aussi ses relations avec les autres, c'est aussi sa relation avec elle-même. C'est aussi la relation avec elle-même, et c'est bon, ce que je dis en préambule, c'est que le chat était pour les Égyptiens, d'ailleurs je ne le savais pas avant d'écrire ce petit texte et de me renseigner un peu plus sur les chats, c'était une déesse consolatrice pour les Égyptiens. Et j'ai pensé aussi à... j'ai eu un chat à un moment, et ce chat, parfois, lorsque quelqu'un dans la famille n'avait pas le moral, était un peu triste, tout de suite le chat était là, venait consoler. Et je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce chat qui, je crois, s'appelait Oscar, dans une maison de retraite aux États-Unis, qui venait s'allonger à côté des mourants, et qui restait présent, et qui accompagnait, et qui soutenait par sa présence le pensionnaire qui était en train de mourir. Donc je pense qu'il y a une sorte de richesse de la relation à l'animal, que ce soit, là c'est un chat, mais ça peut être aussi un chien ou un cheval, je ne sais pas, qui fait que lorsque quelqu'un vit dans une situation de solitude, le chat devient, ou l'animal domestique devient porteur d'un lien au monde. Voilà. Et qu'en ça, il est extraordinairement important. Et que c'est important aussi d'en reconnaître la valeur. Voilà. Alors on va passer, j'avais prévu un autre chapitre là qui est un petit peu différent, un peu plus difficile, c'est dépression. Oui, alors la dépression, si vous voulez, dans ce livre, j'ai voulu parler donc des rêveries, donc comment une femme avec son chat peut imaginer d'ailleurs que c'est un prince. Et là, tout un imaginaire s'ouvre. Et puis d'autres vignettes qui parlent comme ça de moments d'ouverture, comme les châteaux en Espagne, ou des scénarios imaginaires, où lorsque on s'autorise à déployer toute sa créativité tranquillement, sans en parler à qui que ce soit. Mais il y a des situations dans la vie où cette capacité à se raconter des histoires, à inventer et finalement à habiter assez librement son imaginaire, cette capacité a disparu. Et c'est notamment le cas dans les situations de dépression. C'est aussi lorsque on est obsédé par un objectif, d'en réussir, je sais pas. Mais dans la dépression, il y a une sorte de conviction négative que tout est foutu, que rien ne vaut la peine. Et les rêveries, je parle des dépressions sévères, les rêveries ne tournent qu'autour de la mort. Autour de la mort, de l'indignité, du noir, du gris, plus rien ne fait plaisir. Il y a une négativité qui envahit tout.
et qui a comme caractéristique l'abolition de la notion du temps. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de conviction profonde que l'état du monde vu en état de dépression, c'est celui-là qui est juste. Voilà. Si à un moment j'étais heureux, c'est que j'étais un imbécile. Maintenant, je vois vraiment, vois la vie telle qu'elle est. On est dans la vérité. Maintenant, je suis dans la vérité. Le verre n'est même pas à moitié plein, il est vide. Et d'ailleurs, il est cassé. Voilà. Et donc, il y a cette négativité affirmée qui appartient à la dépression, plus ou moins masquée. Parfois, certains essayent de ne pas le montrer à leur entourage, ou ça se manifeste dans leur corps et eux-mêmes n'arrivent pas à dire réellement ce qu'ils ressentent. Mais voilà, il y a un appauvrissement de la rêverie. Et donc, on arrive quand même à... J'imagine que vous avez des patients qui sont dépressifs et à les faire repartir avec des images. Alors, oui. Alors, si vous voulez, l'évolution naturelle de la dépression, c'est que, de toute façon, même sans traitement, même sans thérapie, même sans entourage amical, parce qu'on sait que c'est extrêmement bénéfique, si le patient ne s'est pas suicidé, à un moment ou à un autre, il ira mieux. Il remonte, oui. Il remonte. Donc, en fait, nous avons toujours une certaine cyclicité dans notre vie. Il y a des hauts et des bas, même si ça paraît comme ça tout à fait banal et stupide. Mais, donc, à un moment, l'épisode dépressif, même l'épisode dépressif profond, se lève. Après, vous pouvez avoir des personnalités un peu complexes où la dépression s'éternise pendant des années. Mais là, on a une intrication de la dépression avec un problème de personnalité, bien souvent. Mais normalement, l'objectif d'une prise en charge d'un patient déprimé, c'est quand même qu'il aille mieux. Bah oui, bien sûr. Oui. Et qu'il puisse à nouveau retrouver un plaisir à la vie, qu'il puisse imaginer des choses plus joyeuses et plus colorées que celles avec lesquelles il est arrivé. Alors, je parcours toujours votre livre. Derrière, j'avais sélectionné douleur, mais on va peut-être pas continuer avec ça. Je vous propose ennui. Oui, alors, ennui, c'est quelque chose que j'ai écrit en étant à la campagne et en voyant un petit garçon qui s'ennuyait. Et je me suis souvenue de cette période dans l'enfance où les vacances semblaient éternelles et où les enfants disent « je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire », etc. Puis la grande période de l'ennui qu'est l'adolescence aussi. Moi, j'ai des souvenirs, je ne me suis jamais autant ennuyée que quand j'étais adolescente. Ah, moi, c'était pire avant. Ah bon. Chacun ses périodes préférées. Chacun ça, oui. Et donc, je pense, voilà, et donc cet enfant s'ennuyait, et puis à un moment, il a disparu. Donc là, j'ai un peu inventé une histoire parce qu'il a commencé donc à s'occuper. Et je me suis demandé, finalement, en tant qu'adulte, nous essayons d'éviter l'ennui. On se jette sur un bouquin, sur un film, sur un écran. On joue avec l'iPad, l'ordinateur, on passe des heures sur Internet, où on multiplie des contacts. Et en même temps, l'ennui est quand même l'état, ce vide qui est absolument nécessaire afin que quelque chose de nouveau émerge. Parce qu'on ne peut pas recréer du neuf avec, dans la continuité parfaite de ce qui était là antérieurement. Donc il faut toujours qu'il y ait une rupture. Et cette rupture, pour sauter d'une branche à l'autre, il faut quand même traverser le vide. Et l'ennui est souvent ce vide que les enfants arrivent quand même souvent plus facilement à traverser que nous. Je pense notamment à ces dépressions que connaissent certains, plutôt des hommes d'ailleurs souvent, dans l'année immédiatement après le départ à la retraite, où il y a une sorte d'immobilité complète ou un remplissage frénétique de l'agenda pour ne surtout pas être confronté au vide. Donc c'est un peu ce défi que nous avons en tant qu'adultes, de pouvoir à la fois nous confronter à l'ennui et être suffisamment attentifs à nous-mêmes pour guetter
l'émergence de la première petite idée qui va nous stimuler et réveiller notre curiosité d'exister ou de faire. Parce qu'en même temps, l'ennui est indispensable. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense il faut absolument avoir des plages, des plages vides. Il faut des... Alors, mais il faut arriver à accepter ça, sans paniquer, sans... Oui, parce que l'ennui pose la question du sens. L'ennui dit quelque part quel est le sens que je donne à ma vie. Donc, on ne peut pas passer toute sa vie victorieusement pour sauter jusque dans le cimetière en disant « Ouf, j'ai évité la question ». Je vais vous proposer une petite pause musicale, la sérénade de Schubert. Nous sommes dans Dialogue Sujet Psy. Aujourd'hui, je reçois le docteur Manuela von Strachwitz, psychiatre, hypnothérapeute et psychanalyste jungienne, pour son livre Abécédaire de la rêverie aux éditions Albin Michel. Alors, Manuela von Strachwitz, on a pris en revue un certain nombre des 85 propositions de rêverie que vous faites dans ce superbe livre que je conseille vraiment pour les vacances. Et maintenant, on va aborder un sujet qui préoccupe plein de monde, mais que vous traitez avec, je trouve, pas mal d'humour, la succession. Oui, alors c'est effectivement un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, et de points de vue différents. Et si vous voulez, la succession est quand même souvent une période de réactivation des problématiques familiales, des vieux conflits de jalousie ou de rivalité dans une fratrie. Voilà, donc tout ça, nous le savons. Et ce n'est guère étonnant d'y être reconfronté. Par contre, je me suis quand même toujours demandé pourquoi tel objet ou tel bibelot ou telle petite cuillère ou tel tapis pouvait prendre une telle importance. Et je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas quelque chose d'autre que la rivalité fraternelle dans tout ça. Et puis j'ai pensé à un moulage du Louvre que j'ai chez moi, que j'ai vu enfant, chez une de mes tantes que j'aimais beaucoup, qui est un moulage de la tête de Gudea, qui est un moulage tout noir, qui m'impressionnait beaucoup, qui était dans un angle, et voilà, que j'ai eu par le hasard des successions, et là, heureusement, sans aucun conflit. Et je me suis dit que j'avais grand plaisir à voir cette tête régulièrement, facilement, chez moi. Et finalement, je me demande si dans les problématiques de succession, il n'y a pas justement ça, l'attachement à un objet que nous avons toujours vu, c'est-à-dire qui nous a vus à un moment où le temps était éternel. Nous, enfants, nous n'étions pas mortels, la mort ne nous concernait pas.
Nous étions dans le monde, et puis on savait vaguement l'âge de nos parents, mais on se demandait s'ils n'étaient pas nés à l'époque des dinosaures ou juste après. Et puis ceux qui mouraient semblaient extrêmement vieux. Donc, toute une période de notre vie où nous sommes dans un temps long, qui n'a pas de terme, et dans un temps qui, de ce fait-là, n'a pas son côté un peu angoissant que nous pouvons malheureusement tous connaître plus tard, lorsque nous voyons que les journées filent. Et je me suis demandé si lorsque tout le monde se bat pour avoir tel objet qui a été peut-être trimballé de déménagement en déménagement, ou qui a toujours été là en haut à gauche à côté de la commode, nous ne voulons pas nous relier à cette période de notre vie où nous étions en dehors du temps. Et c'est-à-dire qu'au moment même où la brutalité du temps se marque par le décès d'un de nos parents, nous voulons faire un sorte de petit saut pour nous mettre à l'abri, nous mettre sur une branche de sécurité où le temps est arrêté, où nous sommes à nouveau dans un sentiment d'immanence dont nous n'avions pas conscience enfant. Eh bien, écoutez, Manuela von Strachwitz, je vous remercie pour cette interview. Je conseille à nos auditeurs de lire l'abécédaire de la rêverie, et comme ça, ils seront sur cette petite branche un petit peu loin du temps pendant qu'ils liront le livre et exerceront eux-mêmes leur capacité à rêver. Merci beaucoup. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country.